On a une deuxième catégorie de personnes, les Palestiniens d'Israël, qu'on appelle dans les médias les Arabes israéliens. Qu'est-ce qui se passe? Israël va occuper, je crois, 73% de la Palestine historique à l'issue de la première guerre israélo-arabe et intègre, pour ceux qui sont restés dans le territoire israélien, les intègre dans le corps citoyen, en leur donnant la citoyenneté en 1952. Sauf qu'ils vont être soumis à diverses lois discriminatoires, puisqu'il y a toujours la volonté de se séparer des Palestiniens en attendant une élimination totale. Vous avez entendu Avigdor Lieberman dire qu'il faut égorger tous les infidèles, ou la ministre de la Justice israélienne dire qu'il faut tuer toutes les mères palestiniennes de Gaza. Donc ils vont être soumis à diverses lois discriminatoires. Le pilier fondamental de ces discriminations, c'est la distinction entre nationalité et citoyenneté. Tous les Israéliens ont de fait la citoyenneté israélienne, mais aucun de ces citoyens israéliens n'a la nationalité israélienne. La nationalité israélienne, ça n'existe pas. On dit ça souvent, on est souvent surpris, la nationalité israélienne, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y aurait une nation israélienne, et pas une nation juive, pas de peuple juif. Dans son arrêt de 1972, la Cour suprême de l'État d'Israël dit qu'il n'existe pas de nation distincte du peuple juif. Et donc on va avoir à peu près 130 nationalités, parmi lesquelles les nationalités juives, arabes, c'est-à-dire les Palestiniens, bédouines, druzes, russes, françaises, peu importe. Et là, on va se concentrer essentiellement sur les Arabes israéliens, qui vont être discriminés pas autant que ceux de l'apartheid est moins fort, c'est vrai, qu'en Cisjordanie, mais ils vont être discriminés tout de même. Sur la participation politique, l'article 7A de la loi fondamentale de la Knesset, c'est-à-dire en gros la constitution israélienne, dit qu'un candidat ne peut pas se présenter aux élections s'il nie le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël. À partir de là, tous les Palestiniens qui militent, par exemple, pour un État sud-africain avec l'égalité des droits et tout, diversement de la solution à deux États, tous ces gens-là ne peuvent pas se présenter aux élections. Sur les droits fonciers, la loi de 2007 interdit au Fonds national juif, qui gère 13% des terres de l'État d'Israël, de vendre aux non-juifs, c'est-à-dire aux Palestiniens. Qui interdit, les statuts du Kekel interdisent même de vendre aux non-juifs. Sur les droits civils, la loi de 2003 interdit aux Arabes israéliens de se marier avec leurs voisins de Palestiniens, mais de Cisjordanie, avec leurs voisins de la bande de Gaza, avec les Palestiniens réfugiés. Le conseil religieux dit une chose, qu'une juive israélienne a le droit d'avoir des relations sexuelles avec une palestinienne si elle obtient des informations. Donc ça, il faut le préciser. Voilà. Ça marche toujours dans un sens, mais jamais dans l'autre. Quand ça sert la terre d'Israël, oui, c'est possible. L'amendement de 2005 à la loi de 2002, de 1952, sur les dommages civils, interdit à toute personne d'attenter en justice contre l'État d'Israël si l'armée israélienne lui a causé des dommages. Notamment, par exemple, l'armée israélienne se balade à Hébron, tire sur un Palestinien, détruit sa maison, détruit l'immeuble, tout ce qui est à l'intérieur. Les Palestiniens ne peuvent pas porter plainte contre l'État d'Israël. L'amendement de 2011 à la loi sur la formation du budget permet à ce que soient retirées ou baissées les subventions à toute personne qui considère le jour d'indépendance de l'État d'Israël comme un jour de deuil, c'est-à-dire toute personne qui célèbre la Nakba. Et ces lois visent essentiellement, évidemment, les Palestiniens. Puis on a d'autres lois qui ne visent pas spécialement les Palestiniens, mais desquelles vont découler des discriminations. La loi de 1986 sur le service militaire. Les Palestiniens, les Arabes israéliens peuvent faire le service militaire, c'est autorisé. Sauf qu'il y a un terme, qui est le terme recru dans cette loi. En fait, les personnes faisant le service militaire vont être appelées. C'est pas automatique. Et évidemment, ils font ça sur la liste de personnes qu'ils ont et ils voient la nationalité juive ou arabe. Et en fonction de ça, on a moins de droits dans le domaine social, dans le domaine du logement, dans le domaine du travail. Et puis on a une troisième catégorie particulière de personnes qui concerne les Palestiniens de Jérusalem et les Bédouins. Les Palestiniens de Jérusalem, c'est des Palestiniens, comme d'autres, comme tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent qu'on va voir,
Sauf qu'ils ont eu, entre guillemets, le malheur par rapport à leurs collègues arabes israéliens de vivre dans Jérusalem. Israël va annexer Jérusalem en faisant la capitale éternelle et unifiée du peuple juif. Et les Palestiniens de Jérusalem ne vont pas obtenir la citoyenneté israélienne. Ils vont être des résidents israéliens. Ce sont des invités permanents. On peut leur retirer ce statut n'importe quand, sur simple décision. Il faut 12 documents pour obtenir des fois ce statut, qui sont des fois impossibles à réunir, parce qu'on n'a plus les papiers, ou parce que les autorités israéliennes demandent des choses que les Palestiniens n'avaient pas, notamment, on verra ça surtout pour les Bédouins. Et on peut démolir leur maison, puisque nombre de ces Palestiniens ont bâti des habitations illégales. Elles ne sont pas illégales, c'est simplement, enfin, pour l'État d'Israël illégal, c'est simplement qu'elles ont été construites sur des zones non habitables. Au sortir de 1967, Israël va classer comme zone constructible pour les Palestiniens 13% de Jérusalem-Est. Pour les colons, 35%. Et tout ce qui va être construit va être illégal. Et on a à peu près 80 000 Palestiniens qui vivent dans des habitations illégales et qui peuvent être aujourd'hui se voir expulsés. Comme ça, c'est rien. On a 11 000 personnes depuis peut-être 20 ans qui ont été expulsées pour Jérusalem-Est. Mais si on a toujours 10, 15, 20 personnes, ce sont au fil des années des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont des réfugiés. Tout ça dans un seul but, le sionisme politique, la judaïsation de la Palestine. Puis on a une dernière catégorie particulière, les Bédouins. Ce sont aussi des Palestiniens, sauf qu'ils ont un mode de vie nomade ou semi-nomade. Et eux, ça va être principalement sur les domaines fonciers. Sur d'autres domaines, hein, évidemment. Ils ont théoriquement le droit de vote, qui sont citoyens d'État d'Israël, mais qui ont la nationalité bédouine. Et ils vont être expropriés. On peut résumer ça très rapidement, avec la dépossession, l'expropriation et la déportation. Déportation, c'est un mot que j'expliquerai, mais ça n'a rien à voir. Ça renvoie souvent au génocide juif, mais là, c'est simplement un terme juridique, politique. En 1950, on a ce qu'on appelle la loi sur la propriété des absents. Toute personne absente de son habitation entre novembre 47 et mai 40, entre mai 47 et novembre 48, est déclarée absente, même si elle vit à 100 mètres. Et ces habitations vont être confisquées par l'État d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus revenir chez eux. Ça concerne les Bédouins, ça concerne aussi les Palestiniens de Cisjordanie. Ils vont être déportés en 1951 dans ce qu'on appelle le nord du Nakab en arabe, ou du Negev en hébreu. Ils vont être confinés dans 10% du territoire du Nakab, c'est le désert. 10% de ce qui était avant leur territoire à eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a peut-être l'État d'Israël, mais avant, en Palestine, il n'y avait pas de juifs. Donc ils vont être confinés, ils vont être cantonisés. On peut appeler ça la bantoustamisation des Bédouins, ça marche aussi. Et ils vont être victimes aussi des politiques de développement du Nakab ou du Negev. Par toutes les lois que je vous ai dites sur les Palestiniens de Cisjordanie, sur le fait qu'on n'a pas le droit de vendre aux non-juifs, et par dernièrement, donc ça j'y reviens pas, un projet qu'on appelle le projet Blueprint Negev, qui est un projet de développement en fait, économique et social de ce désert, pour transférer en fait les Bédouins. C'est un projet qui a été mis à l'arrêt et qui a été réenclenché à la suite des dernières élections israéliennes. On en a parlé il y a quelques semaines dans les journaux israéliens, notamment le journal Haaretz. Et donc les Bédouins aussi, notamment dans le Negev, sont expulsés et sont victimes de discrimination sur le logement. Et donc ça, c'était tout le côté institutionnel. Et là, dans les 10-15 dernières minutes qui restent, je vais vous parler de l'approche plus thématique de la pratique de l'apartheid, avec 3 thèmes: l'économie, la bantoustanisation de la Cisjordanie
et la politique israélienne de l'eau. Et on a une économie qui est développée, qui subit en fait l'apartheid, qui est déstructurée par l'apartheid et par l'occupation israélienne. Et la tendance, en fait, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'on n'a pas eu de fusion entre les deux économies, qu'Israël n'a pas pris le contrôle totalement de l'économie palestinienne, mais qu'on assiste à une intégration inégale, avec un processus de prise de contrôle, et en même temps aussi de reconfiguration, avec un rapport de subordination, l'économie palestinienne devant servir l'économie israélienne. À ce titre-là, on peut remarquer que souvent on vous dit que Israël est la championne dans les hautes technologies, dans le high-tech. Si elle peut fabriquer des hautes valeurs ajoutées, c'est parce que tous les produits à faible valeur ajoutée sont fabriqués par les Palestiniens, et Israël est le principal client des Palestiniens, et inversement aussi. Et je vous ai dit qu'on avait une autorité militaire qui s'appelle l'administration civile, qui prend le contrôle de la Cisjordanie 67, et plus de la moitié des ordres militaires vont concerner le domaine économique, entre 1967 et 1993. Je vous en cite quelques-uns. L'ordre 10-11-12 mettent fin aux accords commerciaux avec les pays étrangers. Et de fait, en quelques années, 90 à 95% des importations vont concerner Israël. Ça va être le principal client et le principal fournisseur des Palestiniens. Lors de 1945, je vous l'ai dit, les Palestiniens prennent le contrôle des banques. Imaginez un peu que les Palestiniens en Cisjordanie, à Hébron, vont placer leur argent dans les banques israéliennes pour servir à l'économie israélienne. On assiste aussi à un processus de confiscation des terres. Tout ça, en fait, va saper l'économie palestinienne. Et 8% de la production industrielle, 8% du PNB, du produit national brut palestinien, c'est de l'industrie. À titre de comparaison, pour la Jordanie, c'est 25%. On a 4 grandes tendances qui se dégagent. Une économie périphérisée, subordonnée à Israël, qui est l'unique centre de l'économie palestinienne. Une économie palestinienne qui ne maîtrise pas ses priorités en termes de développement et d'investissement, qui est contrôlée plus ou moins par les autorités israéliennes. Une économie dans laquelle les capitaux sont encouragés à fuir, parce qu'évidemment on ne va pas aller placer son argent dans les banques de l'ennemi. Et une économie qui est captive de l'économie israélienne. Sarah Roy, elle a matérialisé ça par un processus qu'on appelle le processus du développement, qu'on compare souvent au sous-développement, mais le sous-développement, c'est quand c'est un pays, par exemple, un pays africain, je n'ai pas de nom en tête, dans lequel les bases du développement existent, il reste juste à faire émerger le pays. Le sous-développement, c'est quand on sape les bases même d'un développement et qu'un développement économique n'est possible. Il y a eu les accords d'Oslo, comme vous le savez, en 93-94, avec le principal document sur l'économie, qui est le protocole de Paris, qui va institutionnaliser, graver dans le marbre, le principe notamment d'une union douanière. Et le principe d'une union douanière, c'est un peu le même problème qu'on a avec l'Union européenne, avec les pays de l'Est. C'est que quand on installe une relation plus ou moins de libre-échange entre deux pays, ça porte le maintien d'une inégalité structurelle, puisqu'évidemment, ça va toujours être au détriment de l'autre. C'est comme pour les délocalisations dans l'Europe, au sein même de l'Union européenne, vers la Roumanie, vers la Bulgarie. C'est plus ou moins le même principe pour schématiser. On a aussi l'arme sécuritaire qui est très importante. Le contrôle, les expropriations, l'impossibilité d'étendre ces zones industrielles et agricoles. Surtout la pratique du bouclage, dont je reviendrai tout de suite dans une autre partie qui est celle de la bantoustanisation, qui fait référence au bantoustan sud-africain, à la cantonisation des Palestiniens, si vous préférez. Et leur liberté de circulation, en fait, va être extrêmement réduite. L'Office central des affaires humanitaires des Nations Unies, humanitaires des Nations Unies, a recensé 542 obstacles en Cisjordanie, 436 obstacles physiques
dont 436 autres classiques, 61 autres checkpoints permanents, 25 checkpoints partiels. On a d'autres obstacles qui ne sont pas comptabilisés, 410 checkpoints volants par mois, et je vous passe le détail, on a 300 km de routes qui sont interdites aux Palestiniens, c'est-à-dire la route 90 qui traverse la Cisjordanie du nord au sud, qui longe la vallée du Jourdain, elle est interdite aux Palestiniens. La route 60 qui longe la ville de Hébron, qui est qui était un des principaux centres économiques des territoires occupés. Elle longe et est interdite aux Palestiniens. On a aussi le problème du bouclage, c'est-à-dire on a globalement fait par les accords d'Oslo 3 grandes zones. Pas les zones ABC, mais 3 grandes zones géographiques, une zone au sud de Jérusalem, une zone autour de Ramallah et une zone tout au nord de la Cisjordanie. Ces 3 zones, ça c'est dans le meilleur des cas. Donc là, on peut avoir une liberté de circulation plus ou moins large. Si Israël le décide, ça peut être 64 zones, isolées les unes des autres. Et si Israël décide... Bonjour madame. Si Israël le décide de fermer encore plus, ça peut être plus de 200 zones. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans votre petite zone palestinienne autonome, et vous restez dans votre petite zone palestinienne autonome sans pouvoir vraiment sortir. On a aussi le problème du mur, je passe très rapidement. Un mur qui a été construit pour la sécurité de l'État d'Israël selon Ariel Sharon. D'abord, c'est pas le mur, c'est les murs. Parce que le mur, c'est des morceaux de mur qui va totalement construire. Et le mur, on a à peu près une quarantaine de murs dans le monde, notamment comme Mexique et les États-Unis, qui séparent 2 États. Le mur avec la Hongrie, je crois, on en a parlé il y a quelques temps au journal. Là, le mur, il ne sépare pas 2 peuples, il ne sépare pas, enfin, 2 peuples, oui, il ne sépare pas 2 États, il ne sépare pas 2 entités politiques. Le mur ne longe pas ce qu'on appelle la ligne verte, ou les lignes d'armistice d'avant 67. Le mur, il rentre dans la Cisjordanie. Il crée des enclaves palestiniennes qui sont isolées du reste du territoire de la Cisjordanie. De fait, Israël va annexer avec le mur 713 km², soit 12,6% du territoire occupé par rapport au reste des populations. On a aussi une zone de ségrégation. Dans le Jourdain, je ne vous en ai pas trop parlé, c'est la zone qui est à l'est, complètement à l'est de l'État d'Israël, qui va avoir une zone d'annexion de facto de 27,5% du territoire. Et puis on a un troisième thème, qui est un thème intéressant, qui s'appelle, c'est la politique israélienne de l'eau. Pourquoi ce thème-là? Pour 2 raisons. Parce que l'eau a toujours été vue par les sionistes comme un thème important. Dès les projets sionistes, moitié du XXe siècle, on a eu de grands débats sur quel territoire pour les Juifs. Certains prônaient jusqu'à la Jordanie, jusqu'au Liban, avec notamment au Liban un fleuve, j'ai plus le nom en tête, mais un fleuve, c'est notamment pour ça qu'on a eu une occupation. Notamment, et c'est pour ça que le Liban a toujours été une zone importante, un fleuve à la frontière israélo-libanaise. Voilà, c'est ça, j'ai oublié le nom. Et on va avoir un apartheid. Un apartheid qui ne concerne pas que la bantoustanisation, mais qui concerne aussi l'eau. On a 3 ordres militaires, je ne vous les dis pas tous, mais on a l'ordre 92, les autorités militaires prennent le contrôle de l'eau. L'ordre 158, les autorités militaires interdisent aux Palestiniens de construire des infrastructures hydrauliques. L'ordre 280, et évidemment les détruire si elles sont construites illégalement. L'ordre 291, tout accord sur l'eau avec les pays extérieurs sont détruits. On a des restrictions sur le partage. Ça se présente comment? De la manière suivante. 73% de l'eau de Cisjordanie est envoyée dans l'État d'Israël. 10% de l'eau de Cisjordanie est destinée aux colons. Et 17% de l'eau de Cisjordanie est destinée aux Palestiniens. En 1967, on avait 209 puits dans la vallée du Jourdain. Aujourd'hui, on en a 89. On a un différentiel de développement entre colons israéliens et entre Palestiniens de Cisjordanie, tout simplement parce que j'ai dit que les citoyens, les colons israéliens ne sont pas soumis au régime militaire.
Les Israéliens, les colons israéliens consomment 3,5 fois plus d'eau que les Palestiniens. 280 mètres cubes d'eau par habitant et par an contre 80. Au-delà des 100 mètres cubes recommandés par l'OMS. Et le prix de l'eau d'irrigation est 4 fois plus cher pour les Palestiniens que pour les agriculteurs israéliens. On a plein de pénuries parce que le réseau d'eau est vétuste. On a des coupures parce que la compagnie israélienne Mekorot le décide, de son propre chef. On a 180 villages palestiniens qui ne sont toujours pas raccordés à un réseau d'adduction. Puis on a le rôle du mur, qui annexe des territoires de facto, mais qui annexe aussi des sources souterraines. Puisque les sources souterraines qui sont du côté du mur ne bénéficient pas, des fois qui peuvent couper un village entier en deux, ne bénéficient plus aux Palestiniens. Le mur les Palestiniens sont expropriés de ce puits. On a le village de Falamaya, qui a perdu sa principale source d'eau. On a le village de... Tu me corriges mon accent arabe? Non, moi je parle pas arabe. Jaïous, que 7 puits ont été détruits ou annexés par l'État d'Israël. Puis, en autre conclusion, pour parler de l'apartheid, ça permet aussi de dire que l'apartheid est un crime contre l'humanité. C'est pas simplement une politique de développement séparé entre deux populations, c'est un crime, c'est une norme juridique. Et c'est une question qui peut être posée dans les mois à venir par les Palestiniens à la Cour pénale internationale. Ils l'ont fait, ils ont déposé plainte il y a quelques jours. Pour les Israéliens, on est dans le processus de paix depuis 93-94, c'est-à-dire une période au cours de laquelle, finalement, les deux partis, palestiniens et israéliens, devraient se mettre autour de la table. Deux partis qui, finalement, auraient un peu des torches chacun de leur côté, parce que bon, les Israéliens, c'est pas bien, ils occupent, ils colonisent, mais bon, les Palestiniens, c'est terroriste, c'est méchant et tout. S'il n'y avait pas le Hamas, on aurait déjà la paix, on aurait déjà un État palestinien. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans une situation d'occupation, on est dans une situation de colonisation. Le rapport de force est différent. On a un oppresseur, on a un opprimé. On a un colonisateur, on a un colonisé. Dire ça, ça permet d'ouvrir la voie sur une possible condamnation de l'État d'Israël. C'est la voie ouverte par Mahmoud Abbas, qui est en poste depuis déjà quelques années. C'est une des voies pour arriver, puis ça fera la transition avec Yanis, pour arriver à une solution à deux États, avec tout le côté boycott, le mouvement BDS. La solution à deux États, c'est une solution, j'en parle de 3 mots, c'est une solution que nous, en France, on dit il faut 2 États pour régler le conflit. Et puis un dernier mot de conclusion pour présenter très brièvement les points, la ligne politique du parti de gauche. Le parti de gauche, il ne parle pas du programme L'Humain d'abord, qui est le programme du Front de gauche. Le parti de gauche est favorable au droit au retour des réfugiés, la résolution 194. Si dans le programme L'Humain d'abord on parle d'un État palestinien, le parti de gauche est favorable, dans une de ses déclarations, à l'autodétermination des Palestiniens. On en reviendra dans le débat, j'imagine. C'est-à-dire leur laisser le droit de choisir à 2 États, ou être intégré, un État, un peu la solution, ce que j'appelle moi la sud-africaine, d'égalité des droits. Une solution à 2 États que va vous présenter Yanis maintenant. Je vous remercie.